Bonjour à tous. Je ne sais pas si On est live. on est live, ouais. Donc bonjour Bonjour tout le à monde. tous. On attend un petit instant, mais je pense qu'on va pouvoir démarrer de suite. Bon, eh bien, merci en tout cas de nous avoir rejoints sur ce webinaire. Je me présente Magali Pavlak, je suis directrice conseil chez 14h28. On a choisi en fait d'aborder aujourd'hui une thématique que l'on rencontre régulièrement chez les annonceurs, qui est SEO, SIA, quelle stratégie choisir en fonction de ses objectifs. Du coup, on a souhaité ce sujet car depuis le lancement en 2010 de 14h28, on se rend compte que l'annonceur a souvent tendance à opposer le SEO et le SIA, alors que finalement les deux approches vont dans le même sens, avec un objectif soit de visibilité, soit de trafic, d'acquisition de leads ou encore de chiffre d'affaires. Du coup, les deux leviers peuvent parfaitement s'allier pour générer du trafic de qualité et ce, dans une stratégie de Search Engine Marketing, c'est-à-dire une stratégie cherchant à optimiser la présence et le référencement d'un site sur les moteurs de recherche. Donc, d'un côté, on utilisera le SEO tout au long de la durée de vie d'un site web pour générer un trafic plutôt régulier. Quant aux campagnes du type AdWords, elles vont pouvoir davantage répondre à des objectifs plus spécifiques, comme par exemple le lancement d'un site si le référencement naturel n'a pas encore fait le travail, ou alors à l'occasion d'un événement ponctuel, type lancement de produits ou campagne saisonnière. Donc, du coup, pour vous détailler les caractéristiques des deux leviers et pour vous aider à faire le meilleur choix stratégique pour votre business, on a l'intervention de Mélissa, notre spécialiste paid, et Pierre, notre spécialiste SEO. Hello à vous deux. Salut tout le monde. Salut Magali, salut Mélissa et bonjour à tout le monde dans le chat. Du coup, n'hésitez pas bien sûr à nous laisser vos questions sur le chat, on y répondra à la fin de cette présentation. Et puis, on a aussi mis en place des petits sondages, donc n'hésitez pas à y répondre dans l'intervalle. Pierre, je te laisse la parole. Alors, c'est parti. Oui, comme vient de dire Magali, on va passer des sondages. On va interagir avec ces sondages vers la fin du webinaire. Pareil, si vous avez des questions, on a une modératrice qui est présente, donc elle va les mettre en favori. On pourra répondre à vos questions en fait en une deuxième partie après en fait notre présentation. Donc au niveau du sommaire, on va avoir trois grands axes. Ça va être tout simplement donc la présentation pour vraiment faire pour que tout le monde soit au même niveau, pour vraiment différencier le SIA et le SEO. L'analyse des process que nous on met en place dans notre agence en fait pour vraiment voir comment on va prendre votre site, votre business en main pour aller avec vous en fait vers vos objectifs. Et enfin la stratégie à adopter en fonction aussi de vos business qui va être complètement différent en fonction en fait de ce que vous avez aujourd'hui. Donc vraiment faire une différence déjà très simple en fait pour que tout le monde soit sur la même longueur d'onde entre le SIA et le SEO d'un point de vue en fait visuel. Si je fais une recherche Google par exemple sur voiture occasion Même pas si on chère, sait que tout le monde sait, on représente quand même, on ne sait jamais. Ce qui est présent en fait dans le haut de la SERP, donc la SERP c'est les résultats de recherche Google, c'est bien les annonces, on est d'accord. Donc là c'est la partie de Mélissa, le SIA, donc on voit annonces dessus, donc c'est des annonces qui sont payantes, donc c'est cette partie ici. Tout en dessous en fait ici c'est les encarts Google en fait où vous voyez en fait les annonces de Maps quand vous cherchez par exemple un restaurant pas loin de chez vous. Et tout ce qui est ici en fait les positions, vous voyez 1, 2, 3 en fait, ce sont les positions organiques. Donc là c'est vraiment le travail du SEO, donc c'est mon travail à moi. Alors, une fois que ça s'est passé, donc je vais vous présenter très rapidement le SEO de mon côté, avec des bulles en fait pour vous parler en fait des différentes choses que tout le monde est au courant au niveau du SEO. Quand on parle de SEO, on parle de quoi? Donc c'est donc l'optimisation des moteurs de recherche. D'ailleurs en fait, il y en a 4 qui sont en bas. Je ne sais pas si tout le monde les connaît, ni d'ailleurs en fait si ils savent d'où ils viennent. On a déjà les plus grands connus qui sont Google et Bing. Si jamais vous en connaissez d'autres dans le chat, n'hésitez pas à les écrire. Il y a les deux autres qui sont plutôt méconnus du grand public. Mais en tout cas, le SEO, ça va être premièrement en fait quelque chose qui est très peu parlé mais qui est très intéressant, qui sont le netlinking et les backlinks en fait, ou simplement les liens entrants. Ce sont les liens en fait qui sont faits d'autres sites vers votre site. C'est un point qui est très important pour Google en fait et pour les algorithmes de recherche.
On va aussi parler en fait des outils de Google qui sont le PageSpeed aujourd'hui, qui a été mis en place en fait l'année dernière, pardon, qui va en fait calculer tout simplement la vitesse de votre site, qui va être importante dans les résultats de recherche. La Google Search Console, qui est aussi un autre outil Google qui permet en fait de savoir quels mots-clés aujourd'hui vous êtes positionné sur votre site. Le Mobile Index First en anglais, qui veut dire tout simplement en fait qu'il y a une explosion des usages de mobile. Et donc, ces usages de mobile en fait sont très importants et Google pousse en fait à une ergonomie mobile pour votre site. Donc, c'est important d'avoir un site qui soit optimisé en même temps PC, mais surtout mobile, parce qu'on sait que c'est à peu près entre 60 et 80% des utilisateurs qui vont plutôt sur le mobile. On a aussi en fait des fameux chapeaux en anglais, les Black Hat, Grey Hat et White Hat, qui sont les grands pans du SEO en fonction d'où est-ce qu'on se classe. Tout simplement pour vous dire, Black Hat, ça va être vraiment des techniques de spam, etc., que très peu d'agences font et quasi personne le fait, et même nous on touche pas, ça va être même illégal. Grey Hat, c'est plutôt là où on se positionne nous en fait, parce qu'on fait des liens, on fait des choses que Google n'est pas forcément, comment dire, Google, si on fait exactement ce que Google dit, on va pas arriver à avoir des performances. Donc là, c'est plutôt le côté white hat, mais nous, on se situe entre les deux. Et enfin, les trois piliers du SEO qui sont la technique, le contenu et le netlinking ou la popularité, appelée aussi donc popularité ou encore autorité. Je vais passer à cette suivante. Donc là, c'est vraiment les piliers qu'on va travailler au niveau du SEO, c'est la technique, le contenu et la popularité. Pour vous situer avec votre site demain que vous avez, la technique, c'est la base de la pyramide. Comme on le voit ici, c'est très important. Cette base de pyramide, elle est vraiment très forte. C'est ce qui va vous permettre en fait de propulser en fait votre site. Donc c'est les CMS que vous avez, les gestionnaires de contenu, qui sont WordPress, Joomla, PrestaShop si vous avez un e-commerce. C'est ce qui est vraiment la base. Ici, il faut qu'elle soit optimisée, il faut qu'elle soit correcte, il faut qu'elle réponde à des normes de Google. Donc c'est ce qu'on travaille en premier. Il faut que ça ce soit parfait en fait pour aller aux étages supérieurs. L'étage suivant, c'est le contenu. Si demain vous mettez une vidéo sur votre page web, sauf une vidéo YouTube, avec rien d'autre à part un titre, Google va pas comprendre de quoi parle votre page. Le contenu, c'est un outil pour lui. Il va l'analyser, il va essayer de comprendre du coup de quoi cette page parle. C'est très important en fait pour lui de comprendre justement le fond de la page pour vous positionner en fait sur son moteur de recherche. Donc ça, c'est vraiment, c'est aussi votre expertise, donc la façon dont vous allez écrire et d'autres choses. Et enfin, le dernier aspect qui est souvent jamais parlé au niveau des annonceurs ou même qui est jamais parlé au niveau du travail du SEO, c'est le netlinking. Le netlinking, c'est donc les liens en fait qu'on va créer qui vont être donc importants et de qualité vers votre site. Quand on fait des liens vers votre site, on va envoyer en fait des messages à Google en disant que l'autorité que j'ai sur mes sites, je l'envoie vers votre site. Donc ça va donner en fait ce côté boost, ce côté on augmente en fait la notoriété. Donc c'est quelque chose de très important. D'ailleurs, il y a un sondage qui va passer sur le côté netlinking. Je ne sais pas si tout le monde est au courant que ce pilier est très important. Et effectivement, il y a Christelle qui dit dans le chat, l'UX, c'est aussi un pilier. Je le mets aussi dans la technique et c'est vrai, l'UX, donc l'expérience utilisateur est très importante, surtout en SEO, parce qu'elle va permettre à l'utilisateur vraiment de suivre en fait de comment est fait votre site, comment il navigue, et il est très important surtout pour les conversions. Mais oui, ça peut être un quatrième pilier qui est dedans, même si nous, on va plus l'aspect, on va le mettre dans le côté technique, et on peut le travailler aussi. Mais c'est aussi quelque chose à prendre en compte. Ouais, tout à fait, parce que nous, à l'agence, on a vraiment quelqu'un qui s'occupe de la partie UI et UX, et souvent, c'est un travail collaboratif avec le SEO chez nous. Petite différence importante entre l'indexation et positionnement. C'est important parce qu'on a beaucoup de clients qui confondent, ils disent moi j'ai un site internet, je suis indexé sur Google donc tout va bien. Alors là on a un exemple avec un mot-clé qui est association aide au SDF. On a le premier en fait qui est position 64 qui est visible ici. Position 64, c'est la génération solidaire. Effectivement, ce site est visible, il est bien indexé sur Google. Par contre, en fait, très peu de personnes vont aller à la 6e, 7e page de Google. On sait que 80% des clics, et c'est une stat qui est vraiment tout le temps vérifiée, se fait sur les 3 premières positions de Google. Donc par contre, la position 1, qui est ici la SSVP, la Société de Saint-Vincent-de-Paul, elle est première. Et donc là, elle n'est pas juste indexée, elle est aussi positionnée, elle est première. Donc là, en termes de visibilité, automatiquement, en fait, c'est là ce qu'on veut, nous, en fait, c'est ce qu'on cherche. On ne cherche pas à vous indexer, on cherche, déjà, il faut que ce soit indexé, mais surtout ce qu'on cherche, c'est à vous positionner. Donc petite nuance à bien avoir en tête. Le SEO, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est un pilier qui travaille sur la longue durée. C'est un travail de longue haleine qui met du temps. On n'a pas des résultats instantanés, mais on sait que les optimisations que nous on va mettre en place, ils ne changent pas d'année en année. On sait en fait quelles zones en fait on va devoir travailler, notamment en fait les zones de l'algorithme.
L'algorithme, c'est Google. C'est en fait à chaque fois qu'il va aller sur votre site, il va utiliser en fait différentes formules mathématiques pour pousser en fait votre site. Et on sait que certaines zones, par avoir fait des tests et même des choses qui marchent depuis des années, comme par exemple les liens, on sait que ces zones-là, elles sont stables, elles sont connues. Donc nous, on va travailler ces critères-là, par exemple les balises, le contenu, certains aspects techniques qui sont très importants, avoir du contenu qui soit optimisé d'une certaine façon. Et c'est ça qu'on va travailler en fait pour améliorer votre SEO. Enfin aussi, pourquoi c'est durable le SEO? Parce que c'est quelque chose qu'on fait avec les liens entrants. Les liens entrants, c'est une chose qu'on va mettre en place. On va créer des liens des sites qui sont externes à vous vers votre site, ou des gros sites comme d'actualité, comme je pourrais citer Mademoiselle ou d'autres sites en fait qui sont présents, et on va les envoyer ces liens vers votre site. Ça va donner en fait justement du jus SEO qu'on appelle littéralement, et ça va booster votre site. Et ça, une fois qu'on les met en place, il y a très peu de raisons que ça bouge, et c'est pour ça que c'est assez pérenne dans le terme, et donc ça dure sur le long terme. J'avais mis un petit exemple ici pour donner comment dire, le cliquer ici en fait, c'est clairement un lien, ça peut être sur votre site, et c'est ça qu'on crée vers d'autres sites. Alors pas en marquant cliquer ici, mais en marquant d'autres choses. Donc ça, c'était les grands aspects du SEO en longueur. Je vais pas m'étendre dessus, on va rentrer dans plus de détails sur d'autres choses. Je vais laisser la parole au niveau de Mélissa. J'ai juste une question. On me demande combien de temps en moyenne les référencements, combien de temps ça prend. Faut savoir que du SIA, c'est plutôt rapide. Mélissa peut avoir des résultats très rapides. Le SEO, ne serait-ce que les liens, ont minimum 3 mois, moi je dirais, en fait, pour avoir un résultat. Et c'est petit, 3 mois, mais souvent, c'est sur un an, on voit bien les effets, mais au minimum 3 mois pour le référencement pour avoir son travail. Mais ça reste quand même une question délicate. C'est vrai que quand on rencontre un annonceur pour la première fois, souvent, c'est la question qu'on nous pose, c'est en combien de temps je vais pouvoir ranker grâce au SEO. Première chose, c'est pas une science exacte, donc il faut surtout pas s'engager à quoi que ce soit. Je pense que le jour où vous voyez quelqu'un qui s'engage sur papier à un ranking immédiat en SEO, je pense que là, il faut le fuir absolument. Mais en gros, non, c'est le travail de longue haleine, comme le disait Pierre, et en effet, il y a beaucoup d'axes à travailler pour qu'on puisse avoir un résultat, évidemment. Donc maintenant, je vais passer la main à Mélissa qui va parler de sa partie au niveau du SEA. Merci Pierre. Rebonjour à tous et merci de participer à ce webinaire aujourd'hui. Donc de mon côté, on va parler donc de la partie SEA, donc Search Engine Advertising. Alors tu peux juste cliquer Pierre s'il te plaît. Alors même chose, quelques mots-clés en fait qui évoquent le SEA. Donc on se parle de référencement payant. Premier mot, SERPs, qui est un acronyme pour Search Engine Result Page. Encore un autre acronyme, on aime bien les acronymes dans le digital. Le mot SERPs, en fait, va aussi pour tant bien pour le SEO que pour le SEA. C'est vraiment les pages de résultats de recherche. Et c'est ici que tout va se jouer en termes de position. Coût par clic, puisque en SIA, l'annonceur ne paie qu'à partir du moment où l'internaute clique sur l'annonce. Achat de mots-clés, stratégie d'enchère, c'est vraiment le cœur en fait du fonctionnement même d'une stratégie SIA. On va venir acheter des mots-clés sur lesquels on souhaite être visible et on choisit ensuite la stratégie d'enchère la plus adaptée en fonction de nos objectifs. Donc ça, on le verra un peu plus en détail aussi par la suite. Et donc lien payant qui représente tout simplement nos annonces, comme on l'a vu au tout début, donc sur la vidéo que Pierre a présentée en introduction. Le badge Google Partners, alors il était juste un petit peu avant, c'est un badge c'est un badge, une distinction qui est quand même importante à nos yeux. C'est une distinction que seulement 3% des agences en France ont actuellement. Donc 1428 la détient. Alors on n'est pas une agence Google, mais c'est vrai qu'on va souvent parler de Google puisque Google est quand même utilisé à plus de 95% par les internautes. Alors, comment fonctionne le SIA? Donc, quelques grandes étapes, on va dire, dans la structure de notre stratégie. Donc, le point de départ, forcément, ce sera le site web. Ça paraît anodin, mais c'est quand même le socle de la base même, en fait, de notre travail, le point de départ. Ensuite, on va déterminer quels sont les besoins et les objectifs en fonction du site web et de l'annonceur. Une fois que cette première étape est faite,
on va venir détecter en fait les mots-clés et proposer les mots-clés les plus pertinents en fonction du secteur d'activité, de nos objectifs. Ces mots-clés, on va d'abord effectuer une analyse de leur potentiel. Alors, quand je parle d'analyse de potentiel, c'est vraiment en fonction du volume de recherche. Donc, est-ce que le mot-clé est recherché, oui ou non? Si ça vaut le coup, on va dire, de se positionner sur un mot-clé qui est vraiment requêté. Le CPC moyen par mot-clé. Et puis, une fois que cette étape de mots-clés est faite, on va pouvoir paramétrer et créer le compte Ads. Alors, le compte Google Ads, la démarche est assez simple à effectuer, mais c'est vraiment le contenu en fait qui va demander du temps et de la réflexion. Donc, tout ce qui est création de campagne, groupe d'annonces et rédiger les annonces. Donc, une fois que ces étapes sont faites, on va pouvoir budgétiser nos campagnes et choisir la stratégie d'enchère la plus adaptée en fonction de nos objectifs. Donc pour vous imaginer un petit peu en fait l'intérieur d'un compte Ads pour ceux qui n'auraient jamais eu l'occasion d'en voir un en fait, on a mis un petit exemple ici qui illustre justement la hiérarchie en fait d'un compte Google Ads ou d'un compte Ads tout court d'ailleurs. Donc là on a pris simplement un exemple d'e-commerçant sur le mobilier. Donc ici, on va avoir la campagne qui est le premier palier. En fait, ça va être vraiment la structure va d'abord se diviser par campagne. Donc ici, on a une campagne simplement pour la catégorie bureau. Puis ensuite, à l'intérieur de cette campagne, on va pouvoir diviser par groupe d'annonces nos différents champs sémantiques. En fait, dans chaque groupe d'annonces, on va pouvoir acheter nos mots-clés. Donc, par exemple, ici, bureau modulable, chaise de bureau, rangement de bureau, toujours en rapport avec forcément la campagne. Et ensuite, à l'intérieur de ces mêmes groupes d'annonces, on va avoir du coup nos différentes annonces. Donc là, on a 3 annonces. C'est la pratique, on va dire, conseillée par Google d'avoir 3 annonces différentes par groupe d'annonces pour pouvoir en fait les alterner et faire un test and learn. Juste une petite question, Mélissa, j'en profite dans le chat, on répondra à toutes les questions évidemment, mais il y a une petite question qui s'est glissée qui est CPC point d'interrogation. CPC point d'interrogation. Ah oui, CPC, excusez-moi, c'est coût par clic. Donc c'est simplement en fait le coût par clic, le coût que vous allez payer en fonction des clics des internautes sur vos annonces. Le SIA, alors quelles en sont les attentes? Comme vous l'avez compris, en SIA, c'est plutôt le côté instantané qu'on va venir chercher. C'est vrai qu'une fois qu'on a mis en place nos campagnes, on va pouvoir diffuser nos annonces. On a à côté aussi contrôle budgétaire qui est très important. Ici, c'est vraiment l'annonceur qui définit le budget qu'il souhaite y consacrer. Premier résultat, puisque comme on a pu le voir encore une fois par rapport à la première vidéo d'introduction, comme l'a montré Pierre, les liens payants représentent souvent les premiers résultats en fait sur la page de recherche. Ciblage précis, puisque ici en SIA on indique vraiment quels mots-clés on souhaite acheter et donc sur quels mots-clés on souhaite être visible. Autre filtre aussi qui permet d'être précis en SIA, on peut également exclure ce qu'on appelle les termes de recherche. Donc les termes de recherche, c'est vraiment les requêtes en fait faites par les internautes. Et on a la possibilité donc à la fois d'acheter des mots-clés, mais également d'exclure au fur et à mesure les termes de recherche qui ne seraient pas en fait en rapport avec la campagne. Et enfin analyse, puisque ça rejoint un peu le côté instantané. Voilà, on diffuse nos campagnes, puis on récolte nos premières données sur lesquelles on peut porter justement les premières analyses. Ok, donc justement, juste après, on a souhaité dresser un état des lieux parce qu'on considère qu'il n'y a pas un levier qui soit parfait et magique et merveilleux. Il y a des forces, il y a des faiblesses chez les deux. Donc, je pense qu'il faut jongler en fonction de ses objectifs et en fonction du socle sur lequel on va travailler. Du coup, Pierre, côté SEO, force et faiblesse?
Alors, les forces, en fait, on en a déjà parlé un peu. En fait, le SEO, c'est une question de pérennité, ça dure sur le long terme. Une fois qu'on a fait le travail, il reste présent. On va devoir faire des liens ou soutenir certaines choses, mais c'est aussi du travail qui dure sur le long terme. Il est très bien adapté aux marchés de niche, donc les petits marchés, en fait, qui sont facilement attaquables en SEO parce qu'elles demandent moins de temps, donc c'est plus c'est adaptable. Petit marché, ça veut pas dire, en fait, vous avez peu de clients derrière, mais c'est surtout les volumes de recherche qu'on va regarder derrière. C'est pour ça que je dis petit volume de recherche. Il est complètement indépendant aux enchères, en fait, fixées par les supports. Contrairement au SIA, il n'y a pas d'achat, en fait, de mots-clés qui est fait. Donc, ça va vraiment dépendre des concurrents qui vont être présents donc, sur les résultats de Google. Il y a aussi un capital confiance qui est supérieur au SIA, entre guillemets, dans le sens où pour les utilisateurs avertis, les gens en fait qui connaissent, donc soit ils ont un bloqueur de publicité, ou alors ils préfèrent ne pas cliquer sur le côté annonce, parce qu'ils savent que c'est des enchères, et ils préfèrent cliquer sur les résultats organiques. Dernier aspect aussi qui est à noter, c'est le premier canal du web en fait en termes de trafic, donc c'est énorme, et donc automatiquement c'est un pilier qui est important en fait si vous souhaitez le développer. Attention aussi, le SEO, c'est important de savoir il n'y a pas de retour à un investissement à l'instant T. On l'a dit dans le chat, voilà, est-ce que ça prend du temps? Bah, effectivement, ça prend du temps. Donc, si en fait on a besoin de résultats financièrement rapidement, c'est pas un travail qui va être fait directement. Je orienterai même plutôt, même Magali serait d'accord et Mélissa aussi, vers du SIA et si vous voulez avoir des résultats rapides parce que vous en avez besoin, et après en deuxième temps faire du SEO et non l'inverse. C'est aussi j'en ai parlé tout à l'heure un peu avec la technique, on va développer un peu ensuite, mais c'est quelque chose qu'on a besoin en fait de souplesse avec vous pour avoir en fait justement un site qui puisse être optimisé. Si on a des choses sur votre site qui doivent être changées, on va devoir les changer en fait. Donc du coup cette souplesse elle est importante. Et enfin la difficulté en fait de positionnement va dépendre aussi des concurrents que vous avez en fait ou vos confrères que vous avez sur votre page de requête. Donc si sur un mot-clé par exemple restauration Lille ou restaurant Lille, vous savez tels concurrents qui sont présents, s'il y a beaucoup de monde, ça va être plus difficile de se positionner. Donc ça va demander plus de temps et donc plus d'argent. Donc ça c'est pour le côté SEO. Je laisse la main à Mélissa pour le côté SEA. Alors côté SIA, on va commencer également par les forces. Donc comme on vient de le voir, on a une visibilité qui est quasi instantanée. À partir du moment où on met en place les campagnes et qu'elles diffusent, nos annonces peuvent être visibles très rapidement. Contrôlables par rapport justement au budget que l'on souhaite y consacrer. Ciblage précis par rapport justement aux mots-clés qu'on souhaite acheter, les termes de recherche qu'on peut exclure, les zones géographiques également qu'on souhaite viser. Mesure des performances qui rejoint un peu le côté instantané. Voilà, on diffuse assez rapidement, donc on a une récolte de données qui se fait aussi rapidement, et ce qui nous permet justement d'effectuer les ajustements sur les campagnes assez rapidement pour pouvoir améliorer ses performances. En termes de faiblesse, donc comme vous l'aurez compris, le SIA dépend énormément du coût et des enchères. C'est un trafic qu'on image en fait sous perfusion, puisqu'à partir du moment où vous mettez effectivement votre mode de paiement et que vous payez, alors la campagne et les annonces peuvent être actives. Et enfin, donc toujours par rapport à cette notion de coût, le SIA peut s'avérer très onéreux en fonction justement de cette concurrence. D'ailleurs, quand Pierre et Mélissa cherchent à débattre entre SEO et paid, souvent il y a le SEO qui dit nous on séduit Google et vous payez Google. Donc voilà, petite bataille interne. On dit jamais ça. Exactement. Avant de passer aux outils d'analyse côté SEO et paid, je propose qu'on passe en revue 3 ou 4 questions entre deux parce qu'il y en a beaucoup. Donc on peut peut-être les prendre. Quand on parlait à un moment, donc il y avait Jessica D qui me demandait en fait quand on parle de liens, en fait on parle bien des liens externes à votre site. Les liens que vous faites sur votre site, vous pouvez les optimiser comme vous voulez, ils sont très importants, mais c'est vraiment ce qu'on appelle en fait le maillage interne, des mailles en fait de vos différentes pages. Mais le netlinking, je parle uniquement en fait des liens d'autres sites en fait, et c'est là en fait que le jeu est important. Même si vos liens internes sont importants pour transmettre du jeu entre vos pages, le gros de la force, est-ce que va regarder Google, c'est surtout les liens faits d'autres sites vers votre site. Il y avait des questions. Allez, une autre. Mélissa, il y a pas mal de questions sur. Ouais, alors, ouais, côté SIA, est-il possible d'avoir une estimation de budget dédiée à une campagne SIA? Alors, l'estimation budgétaire est toujours un peu compliquée. Comme l'a dit Magali, c'est
pas forcément toujours une science exacte. En fait, on va vraiment se baser sur 2 KPIs pour donner une estimation budgétaire sur le volume de recherche en fait des mots-clés sur lesquels on souhaite se baser. Est-ce que le mot-clé est beaucoup recherché? Et en fonction du volume, en fait, plus le volume est grand et plus le budget devra être important, forcément, pour pouvoir couvrir en fait toutes ces requêtes. Et ensuite, on va regarder aussi le CPC moyen. Donc, on passe également par le même outil. Alors, je n'en parle pas tout de suite de l'outil puisque Pierre va les présenter par la suite. Mais c'est des outils qui nous permettent justement d'obtenir un CPC moyen. Et donc, avec ces 2 indicateurs, en fait, on est capable de donner plus ou moins une fourchette de budget. Alors c'est parfait, justement, ça nous fait un enchaînement idéal, puisque là, il est question sur les prochains slides d'aborder le sujet plus d'analyse, puisque quand on rencontre pour la première fois, avant de pouvoir faire des recommandations, évidemment, ça demande une phase d'analyse, aussi bien côté socle technique, aussi bien côté performance. Donc Pierre, de ton côté, quels sont les outils qui sont à ta dispo pour ça? Je vais regarder ça. Je me permets juste, les questions, on les a bien en favori. On va répondre après au niveau de la présentation. Il y a des super questions sur le netlinking, tout ça. J'y reviendrai juste après. Ouais. Alors là, on va rentrer vraiment dans des choses assez concrètes, mais c'est important que vous ayez conscience de ça. C'est que nous, en fait, on revient sur les 3 aspects. Donc, je répète, technique, contenu et le netlinking. Directement, moi, en fait, quand je fais une recommandation pour un site web, je vais regarder en fait au niveau de l'analyse, est-ce que votre site est modifiable? Il y a des sites qui sont pas modifiables, notamment je pense à Amazon Azure qui pose un problème terrible pour modifier les URL. On peut pas travailler avec Amazon Azure parce que on peut quasi rien faire sur le site. Par contre, WordPress, etc., on peut faire beaucoup de choses. Pareil, il y a des sites réalisés pensés utilisateurs. Il y avait la question, je sais plus quelle personne qui avait dit pour l'UX. Ben ça, c'est important aussi de regarder parce que des fois, on a des sites qui sont vraiment problématiques pour la navigation mobile, par exemple. Donc ça, on le met en avant aussi. Est-ce que la technologie est récente? Est-ce que les mises à jour ont été faites? Est-ce qu'en termes de sécurité, en fait, vous avez bien suivi que tout est en sécurité pour les internautes, notamment par exemple pour un e-commerce, c'est très important. Pareil, on fait aussi ce qu'on appelle des crawls. On envoie un petit robot en fait qui passe sur votre site et on regarde s'il n'y a pas des freins à l'exploration, si par exemple Google n'est pas bloqué des fois sur certaines pages. Et la sécurité, je vais en parler dans un instant. Donc ça, c'est vraiment qu'est-ce qu'on analyse en premier sur votre site pour voir en fait justement qu'est-ce qu'on va devoir changer. Soit vous le changez en interne, ou soit nous, on a des équipes techniques qui peuvent le faire. Analyse sémantique, il y avait des questions qui revenaient là-dessus. Globalement, comment je fais en SEO pour faire une analyse sémantique? La première chose que je vais faire, c'est que je vais voir avec vous en fait les mots-clés qui sont présents sur votre site. On va en parler. J'ai besoin aussi de votre expertise, c'est très important parce que vous connaissez mieux le métier que moi je le connais. Donc du coup, vous allez peut-être mieux comprendre en fait l'internaute, ce qu'il peut chercher dans ces mots-clés. Et donc c'est là en fait on a cet échange en fait. C'est vous qui validez derrière, mais c'est cet échange qui est important. Je vais regarder aussi les volumétries de recherche. Alors, on a toujours en fait 2 types de mots-clés. On a les grosses têtes de silo, iPhone, etc. Tout le monde sait que ça tape, c'est beaucoup de volume, mais c'est aussi en fait peu de clics ou alors c'est des choses très précises. Et on a l'inverse en fait, on a ce qu'on appelle la longue traîne en fait. Donc c'est des mots-clés avec petit volume, mais ça ne veut pas dire forcément petit volume est égal à moins de conversion, parce que des fois, comme c'est plus précis, les gens savent exactement ce qu'ils cherchent. Donc on va analyser ces volumes et on va faire un mix des deux entre ce qui est le plus pertinent pour vous et ce qui va aussi vous apporter du volume et aussi des clics intéressants. Parce que le but, c'est pas juste vous donner de la volumétrie d'utilisateurs, parce que si derrière, en fait, les utilisateurs arrivent sur votre page et ils n'y font rien et ça vous apporte rien, c'est pas intéressant. On va aussi regarder les intentions de requête. Quelqu'un qui recherche un restaurant et quelqu'un qui recherche, par exemple, un lieu précis, il y a vraiment des requêtes différentes. Il peut avoir une intention d'achat, il peut avoir une information, il peut avoir plein de choses différentes. Donc le but, c'est vraiment aussi de faire une cohérence entre le mot-clé et ce que veut l'utilisateur. On ne va pas vous positionner sur des mots-clés qui n'ont pas, par exemple, si votre but c'est de l'e-commerce et qu'il y a que des questions dessus. Si les questions sont pertinentes pour votre e-commerce, oui, mais par contre, si c'est pas vraiment dans votre lieu, ça sert à rien de se positionner. Et bien sûr, il y a le dernier aspect, c'est une fois qu'on a ces mots-clés, il va falloir rédiger des textes. Un mot-clé principal est égal à un texte. On ne fait pas 4 mots-clés principaux, 4 textes. C'est vraiment un mot-clé, une page pour que Google comprenne bien. Donc du coup, ça prend du temps. Il faut créer en fait un gestionnaire d'une page avec comment on rédige le contenu et après on fait la rédaction derrière. Soit vous le rédigez si vous le voulez, mais on a aussi des rédacteurs et c'est ce qu'on fait sur ce côté analyse sémantique. Une fois que l'analyse sémantique est faite, on va mettre ça en place, donc la technique, la sémantique, donc les nouveaux contenus. On va aussi faire en fait l'analyse concurrentielle. Elle est importante. Je veux savoir aussi, donc premièrement, en deuxième partie, la maturité de votre site. Un site web, c'est comme un enfant. En fait, il est enfant, adolescent, adulte.
C'est-à-dire en fait que les nouveaux sites qui viennent d'arriver, ils ont moins d'autorité, ils sont moins puissants au niveau de Google, ils mettent plus de temps à arriver à certaines positions. Alors que les sites qui ont déjà une belle maturité, on va pouvoir travailler plus rapidement certains mots-clés. Et je vais aussi regarder ce qui est très important, c'est qui est positionné sur les résultats de recherche et sur les mots-clés. Il faut savoir qu'il y a des pages en fait où certains mots-clés, il y a très peu de concurrence, donc du coup on va pouvoir se positionner très rapidement. Et à l'inverse, il y a des pages où tout le monde essaie de se positionner. On peut se douter sur des recherches comme par exemple iPhone 7, iPhone 8, etc. Il y a des mastodontes, il y a Amazon, il y a même Google qui fait du shopping dessus, donc il y a beaucoup de monde. Alors que c'est là que je vais regarder aussi. Donc ça, c'est le côté analyse concurrentielle. C'est aussi pour vous éviter, vous dire, vous voyez là, je vous dis clairement, ce mot-clé, il faut des centaines de liens. Effectivement, on va pas y arriver en 6 mois, donc si c'est pas votre objectif là maintenant, on va cibler autre chose. Rapidement, on utilise pas mal d'outils de notre côté. Au niveau des contenus, on va utiliser SEMrush et Ahref. SEMrush est vraiment axé sur le côté mots-clés. Ahref est plus un outil généraliste il fait aussi les mots-clés, mais il est plus axé sur netlinking. Donc là, par exemple, on avait l'exemple de la slide de gauche où c'est marqué webinar. On a les estimations de volume. Donc on peut vous dire à peu près, on a des estimations, savoir combien sont requêtés ces volumes par mois. Une difficulté aussi, et le fameux CPC qu'on voit tout à l'heure pour Mélissa, le coût par clic, par exemple, webinar, il y a 18 100 personnes qui recherchent chaque mois ce terme, et le coût par clic, donc à chaque fois si on fait une pub et être premier, ça coûte à environ 3 euros. Donc ça, c'est les outils qu'on utilise. On a aussi des outils techniques, Screaming Frog, OnCrawl ou encore des analyses de log. C'est ce qui permet en fait de naviguer votre site, de voir s'il n'y a pas des erreurs, de vous remonter en fait des incohérences, des pages qui sont par exemple isolées de votre site, qu'il faut remonter plus haut parce qu'elles sont intéressantes. C'est tous ces aspects techniques. Et netlinking, on a 2 grands outils. On l'a dit tout à l'heure, Ahref et aussi SEO Observer qui est français, qui permet d'avoir des données. Comme là, en fait, on a le site de Le Monde on a plein de visibilité sur les domaines qu'il a, le trafic qu'il a à l'instant T, etc. On pourra rentrer dans le détail, mais c'est juste pour vous donner un peu l'ensemble des outils qu'on peut travailler. Alors, justement, pour faire juste un relais là-dessus, il y a beaucoup de questions autour du netlinking. Je ne sais pas si, Pierre, tu peux en prendre quelques-unes. Je vais en prendre quelques-unes. Alors, une bonne stratégie de netlinking. C'est pas ça pour répondre comme question. Qu'est-ce qu'une bonne stratégie de netlinking? Déjà, c'est une stratégie qui va se développer sur le temps. On va pas faire tous les liens à l'instant T. Quand on va créer une stratégie de netlinking, faut pas oublier, je le répète, mais Google dit toujours, vous n'avez pas le droit de faire de liens en fait entre guillemets factices. C'est-à-dire, en fait, si on suit Google, ça veut dire que personne ne doit faire de lien et que vous devez laisser votre site vivre et attendre miraculeusement et prier très fort pour avoir des liens qui arrivent sur votre site. Ça ne va pas arriver, ça va être très compliqué. Alors, moins si vous faites le buzz, mais c'est très compliqué de le faire. Donc, du coup, nous, on accélère cette pratique en faisant une stratégie de netlinking et on essaye de coller le plus possible à la réalité. Donc, ce qu'on va créer, en fait, dans ces liens, on va créer des liens un peu de tout. On va faire, en fait, des liens annuaires qui sont pas très forts ou des liens forums qui peuvent être vraiment pas très forts. Des liens après qu'on va appeler des liens de sites privés qui sont déjà un peu plus forts et après des liens de sites d'autorité. Donc, le but, c'est de mélanger le tout pour faire, en fait, justement, ce côté le plus naturel possible et que ça se passe bien, en fait, au niveau de Google. Donc, il n'y a pas une bonne stratégie de netlinking, il y en a plusieurs, mais l'important, c'est de le faire, en fait, avec parcimonie. Pareil, il y a une question d'encre, on pourra en parler dans les questions, mais c'est tout cet aspect-là. Donc, c'est vraiment prendre son temps, et aussi parce qu'il y a des prix, parce que chaque lien coûte un prix. Donc, il y a tout ça à voir. Alors juste, je me permets juste une petite intervention. Il y a une question d'Angela qui nous dit un spécialiste SEO doit-il avoir des compétences en développement? Alors, ce que je trouve intéressant dans cette question, c'est qu'elle revient souvent chez nos annonceurs. Il faut savoir que chez nous, par exemple, c'est 2 pôles complètement différents. On a le SEO d'un côté et le développement de l'autre. Et c'est vrai qu'il y a un travail plutôt collaboratif quotidien sur notamment les refontes de sites. C'est ça, Pierre, hein? Oui, voilà. Alors, ça ne veut pas dire que la personne doit au minimum en fait comprendre l'environnement. Par exemple, moi, j'ai pas des notions je ne saurais pas coder un site web. Par contre, je comprends en fait comment il fonctionne. Je comprends en fait les points qui peuvent me poser problème et surtout Google. Moi, ça va aller, mais Google va lui poser problème. Et donc, du coup, on n'a pas des connaissances auxquelles point on va pouvoir coder des choses, mais on est quand même capable de creuser dedans et de creuser les problèmes. Donc, il faut quand même un minimum de connaissances pour pouvoir en fait savoir en fait sur quel levier bouger telle ou telle chose et aussi le langage développeur, parce qu'on a toujours l'aspect en fait entre nous, ce qu'on voit, et le traduire au développeur comparé à ces aspects-là, qui sont de plus en plus importants, surtout avec les page speed ou les choses que pousse Google en termes de technique. Donc oui, on a quand même un petit peu de sensibilité à avoir.
Ok. Juste une petite aparté avant qu'on redémarre sur les questions. Du coup, Mélissa, toi aussi, tu as des outils d'analyse. Il y en a qui se rejoignent par rapport aux outils de Pierre. Hein. Mélissa, ton micro est coupé. Excusez-moi. Tout à fait, on a effectivement des outils en commun. Donc, comme je disais tout à l'heure, par exemple, quand on cherche les mots-clés en fait, sur lesquels on souhaite se positionner et analyser leur fameux potentiel, on va utiliser des outils comme SEMrush ou le planificateur de mots-clés sur Google Ads. Mais voilà, on a des outils en commun pour déterminer les mots-clés. En fait, ça illustre aussi un petit peu le côté synergique en fait, entre le SEO et le SIA, puisque on utilise en fait les mêmes KPIs pour déterminer quels mots-clés seraient les plus pertinents finalement. Ok, alors au sujet de l'analyse aussi côté SIA, puisque là aussi on ne recommande pas s'il n'y a pas d'analyse, il y a du préambule aussi sur ta partie. Est-ce que tu peux détailler justement par rapport au plan de tracking, etc. Ouais. Alors la première étape à faire en fait lorsque on analyse l'existant et pour pouvoir établir une bonne stratégie SIA, on va vraiment venir se demander quels sont les objectifs de mes campagnes. C'est vraiment l'étape cruciale, en fait, j'ai envie de dire, pour pouvoir construire notre stratégie. On va vraiment se demander quels sont les objectifs. Alors, est-ce qu'on a plutôt un objectif de notoriété et de visibilité, un objectif de trafic, un objectif d'obtention de leads, donc de formulaires de contact, un objectif de chiffre d'affaires. Ouais, ça va vraiment dépendre de l'objectif en fait que l'on va se poser dès le départ. Une fois que l'objectif en fait est décidé, on va venir justement élaborer ce qu'on appelle un plan de tracking. Alors un plan de tracking, c'est simplement en fait ça se représente sous tableau en fait, sous fichier, où je vais indiquer en fait simplement quelles actions sur le site je souhaite suivre. Pour suivre ces actions, on va utiliser différents outils. Donc, on peut utiliser notamment Google Tag Manager, qui permet justement, qui est un outil qui permet de poser des trackers, des balises en fait, pour suivre ces différentes actions. Et ensuite, ces actions, l'outil Google Tag Manager, on va le relier en fait à Analytics pour pouvoir envoyer ces infos vers Analytics et les lire par la suite. Donc Google Tag Manager, c'est vraiment poser des trackers et balises pour suivre des actions. Puis ensuite, Analytics, c'est pouvoir récupérer cette information et l'analyser. Donc ensuite, on va pouvoir justement créer et suivre les fameuses conversions qu'on aura déterminées en fonction du plan de tracking. Ce qui va permettre justement de choisir la stratégie d'enchère la plus pertinente. Donc, on a différentes stratégies d'enchères qui répondent justement à ces différents objectifs, d'où l'importance vraiment de se poser la question d'abord, quel est mon objectif? Donc, on peut avoir des stratégies d'enchères, par exemple, de clics, maximiser les clics, taux d'impression cible. Là, c'est vraiment pour répondre à un objectif de visibilité. On a des stratégies plus tournées vers la conversion, donc maximiser la conversion, maximiser la valeur de conversion. Maximiser la conversion en fonction d'un certain ROAS ou d'un certain CPA, donc coût par action. Donc voilà, on va vraiment déterminer la stratégie d'enchère en fonction de notre objectif. Et ensuite, quand tout ça est fait, en fait, ça va permettre tout simplement, lorsqu'on va lancer les campagnes, d'alimenter l'algorithme de façon vraiment la plus pertinente, en fait, de lui donner les bonnes infos, les bons indicatifs à suivre. Et ça va permettre à l'algorithme, en fait, de se nourrir de données et d'être capable ensuite de mieux réagir et de cibler, en fait, les internautes les plus à même de convertir sur votre site. Donc ensuite, une fois que cette première étape est faite, donc tout ce qui est objectif, plan de tracking, on a souvent deux cas de figure qui se présentent. Soit l'annonceur a déjà son compte Google Ads créé, soit il n'en a tout simplement pas. Donc en fonction des deux cas, on a une démarche qui diffère. Donc en fonction du premier cas, donc le premier cas, l'annonceur a son compte existant. Donc tu peux passer à la suite, s'il te plaît, Pierre.
Dans le cas où le compte en fait est déjà existant, avant toute chose, avant toute modification ou avant de faire quoi que ce soit en fait sur le compte, on va venir analyser tout ce qui a été fait auparavant. Donc ça va demander beaucoup de temps, mais c'est pareil, c'est une étape qui est cruciale avant de faire quoi que ce soit. Donc on va venir analyser la structure des campagnes. Est-ce qu'elle colle à l'arborescence? Est-ce qu'elle colle aux objectifs? Quels ont été les mots-clés qui ont été achetés, les termes de recherche que l'on retrouve? On va analyser aussi les annonces en profondeur, les textes, les pages de redirection qui ont été choisies. Est-ce que le paramétrage des objectifs a bien été fait et quelle stratégie d'enchère a été utilisée. Donc, on va venir analyser à la fois le compte Google Ads, mais on va aussi analyser en deuxième partie le trafic, en fait, une fois arrivé sur votre site. Et pour ça, on va utiliser donc, Google Analytics. Donc, dans cette partie, on va vraiment analyser ce qu'on appelle la qualité du trafic. Donc, cette qualité de trafic, elle va se baser sur 3 KPIs principalement. Alors, on a le taux de rebond. Le taux de rebond, c'est le pourcentage de personnes en fait qui arrivent sur votre site et qui repartent directement. Le nombre de pages par session. Alors, quand je parle de session, on peut aussi parler de visite sur le site. C'est simplement que session, c'est le jargon utilisé par Google Analytics. Et enfin, le troisième KPI, c'est la durée moyenne de la session. Donc vraiment, par rapport à ces 3 KPIs, on va pouvoir déterminer plus ou moins la qualité du trafic. On va analyser aussi le taux de conversion. Est-ce que ce trafic a permis de convertir? Et puis, quel poids représente le trafic payant, le trafic provenant du SIA par rapport au trafic global site? Et puis, donc, deuxième cas. Donc, deuxième cas, le compte n'existe pas. Donc, même chose, on va analyser les prérequis avant de mettre en place les campagnes. Donc, on va détecter forcément la première étape, donc quels sont les objectifs. Et ensuite, on va venir déterminer également les mots-clés. Quels sont les mots-clés les plus pertinents en fonction justement de leur volumétrie, des CPC moyens. Alors, le CPC moyen qui est donné par les outils comme SEMrush ou le planificateur de mots-clés via Google Ads permettent aussi de nous donner une idée en fait du CPC et de la concurrence, tout simplement. Donc, c'est ces 2 KPIs qui vont déterminer le budget à peu près qu'on va pouvoir estimer consacrer. Puis ensuite, on va mettre en place le plan de tracking, connecter les différentes sources de données, donc Analytics et Tag Manager, choisir le type de campagne le plus pertinent, créer ces campagnes. Et enfin, dernière étape, mais non des moindres, c'est l'étape de test and learn. Donc, c'est vraiment une étape importante dans le processus. C'est-à-dire qu'une fois que toutes ces créations sont faites, etc., donc achat de mots-clés, création de campagne, on va laisser tourner la campagne à minimum 3 à 4 semaines. C'est un délai qui a été donné par Google. Donc, c'est vraiment un délai à respecter, on va dire. Ça va permettre de nourrir l'algorithme pendant 3 semaines avec des premières données, sans le perturber, donc sans aucune modification, ce qui va permettre par la suite d'avoir une vraie analyse pertinente de ces premières données et d'ajuster en fait nos campagnes. Ok, super. Du coup, comme on est à 43 minutes, on va répondre à quelques questions avant d'enchaîner sur la suite si on a la possibilité. Je réponds à une question que je vois là tout de suite qui est celle de Simon. Peut-on mettre en place les backlinks sans passer par une agence? J'ai juste envie de dire que dans l'absolu, tous les leviers sont gérables par soi-même. C'est pas du tout un problème. Mais je ferai le parallèle avec un garagiste. Si tu lui poses la question, est-ce que je peux réparer ma voiture moi-même? Il va te répondre, ouais, c'est sûr. Tu peux le faire toi-même. Par contre, perso, moi, je m'y risquerai pas. Donc, je pense que c'est quand même un métier et qu'il y a des choses effectivement à bien savoir. Autre question, Pierre ou Mélissa, que vous pouvez prendre en cours. Alors, moi, j'ai une petite question SIA qui est super importante. Est-ce un système d'enchères pour être placé en premier dans les résultats des annonces? Un CPC plus élevé est égal à une meilleure place. Donc, question de Julien C. Alors, en fait, Google Ads va prendre en compte à la fois les enchères, donc le CPC, mais aussi ce qu'il appelle le Quality Score. Donc, c'est vraiment une note, en fait, qu'il va attribuer à vos mots-clés de 1 à 10. Et cette note va se baser sur 3 critères. Donc, elle va se baser sur la qualité de vos annonces,
d'où l'importance vraiment d'avoir une structure propre et des annonces bien écrites. Le CTR qui est attendu, donc CTR, encore un autre acronyme qui est pour taux de clic, tout simplement. Donc c'est le ratio entre les clics et les impressions. Et le dernier, et ça rejoint un peu la synergie, encore une fois, SIA et SEO, c'est la pertinence en fait de vos pages de redirection. Si vos annonces traitent d'un sujet, par exemple, je vais prendre chaussures, il est primordial en fait que votre page de destination respire ce sujet. C'est-à-dire que si vous avez une page de destination qui a simplement voilà, quelques images, sans balise alt, sans titre, sans descriptif, Google ne sera pas forcément capable en fait d'analyser cette page correctement et donc de vous attribuer un bon quality score. Donc on a vraiment le système d'enchères, mais aussi ce fameux quality score à respecter. Question très rapide. On avait quel avis sur Moz? Moi, c'est plus trop utilisé. C'était sympa un moment, mais c'est plutôt un outil en fait de secours. Moi, je connais très peu d'agences ou même de SO qui l'utilisent. Aujourd'hui, les deux références vont être Ahref à l'international et SEMrush plutôt en Europe. Mais voilà. Après, on a aussi les contenus de moins de 300 mots ou 300 mots. C'est vrai que les contenus qui sont faibles, pour Google, on appelle ça des thin content en anglais, des contenus en fait légers. Il faut savoir que ça va dépendre surtout en fait de la thématique. C'est vrai que quand on parle à un rédacteur spécialisé dans un domaine, 300 mots c'est peu. Moi en général je recommande minimum 500 parce que c'est bien. En dessous c'est vrai que ça va être compliqué à ranker sur des thématiques très concurrentielles, mais ça va aussi dépendre en fait de derrière le mot clé en fait qu'on veut pousser. Et les thématiques 300 ça peut suffire. Donc ça dépend en fait. Il y a toujours une question de nuance. Et enfin, est-ce qu'en fait un spécialiste SEO a une formation de copywriting? Maintenant, moi je suis spécialisé dans le SEO, surtout la partie netlinking, même si je connais aussi les autres parties, bien sûr. Mais en fait, nous, on s'occupe pas du copywriting. Moi, je n'écris pas derrière, en fait, mais par contre, je sais ce qu'il faut écrire derrière pour pouvoir pousser des contenus. Donc, j'ai pas du tout de formation derrière. Par contre, j'ai des sensibilités. Je suis capable de rédiger des contenus en fait orientés SEO, mais c'est pas l'intérêt. L'intérêt, c'est vraiment quelqu'un qui connaît l'entièreté du domaine et qui est capable en fait justement d'avoir ces nuances sur les différents sujets. Allez, petite question d'actualité, puisque c'est Christelle qui nous demande quid d'analytics et GTM avec tout ce que nous demande effectivement la CNIL concernant le RGPD. Bah, la RGPD, bah voilà, en fait, la CNIL, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle a poussé, en fait, il y a, en plus, ça commence vraiment à bouger avec Google Analytics. Normalement, en fait, vous, si vous n'êtes pas à jour sur votre site, il faut savoir qu'il y a 3 rappels à la loi avant, en fait, que la CNIL vous pénalise. Donc, en fait, ce qui est surtout pénalisant, c'est les énormes sites. Là, on a vu, c'est des énormes sites qui étaient attaqués par la CNIL. Alors oui, il faut être à jour. Après, il y a beaucoup d'alternatives. En plus, là, c'est un sujet très récent. On a vu que la CNIL juge l'export des données de Google Analytics vers les États-Unis comme quelque chose de complètement illégal. Donc, il y a un énorme bond qui est en train d'être fait. Donc, on va penser qu'il y aura une interdiction globale sur toute l'Europe de Google Analytics. Il y a plein d'alternatives possibles. En plus, avec le cookie RGPD, il faut savoir que vous perdez énormément de visibilité sur votre trafic. Environ 60% des personnes ne vont pas cliquer sur accepter le bandeau. Donc on a une énorme perte. Enfin, 60% vont cliquer sur accepter, donc vous perdez 40% des clics. Donc il y a 40%, vous ne savez pas trop d'où ça vient. Donc oui, il faut être à jour. Il ne faut pas oublier qu'il y a 3 rappels avant la loi, mais c'est quelque chose qui parle de plus en plus et il y a plein d'alternatives qui existent. Payantes et gratuites. Bien sûr, les autres, quand vous êtes gratuit, vous avez beaucoup moins de visibilité sur ce que vous avez comme visite. Et payant, automatiquement, vous avez quasi la même chose qu'un Google Analytics. Il y a une question aussi s'agissant du ROAS. C'est vrai qu'on parle du ROI, retour sur investissement. ROAS, effectivement, là, on inclut ou on exclut les achats d'espace. C'est ça, Mélissa. Précisément, tu vas le calculer en fonction des achats d'espace. Exactement. Tout à fait. Ok, une autre question? Je pense qu'on peut avancer un peu. On va répondre après de toute façon aux questions sans souci. Ok, alors s'agissant donc des typologies de sites, on l'aura compris, il y a plusieurs typologies à prendre en ligne de compte. Forcément, il y a les aspects de sites e-commerce, les aspects de sites associatifs, vitrines ou même les sites institutionnels. Nous, on a l'occasion d'avoir l'ensemble ici à l'agence. Les choix aussi en fonction des objectifs, notoriété, on l'a dit tout à l'heure, notoriété, la partie vente évidemment, puisque le CA reste un indicateur fort, leads et la volumétrie de trafic. Et parfois, les 4 en même temps, évidemment, les objectifs sont parfois demandés, plus souvent d'ailleurs.
Il y a l'historique aussi, évidemment, du site, puisque plus un site est mature, plus on a la possibilité, évidemment, d'avoir un background et donc un recul. Par rapport, effectivement, en fonction du trafic existant, c'est-à-dire quelles sont les sources de trafic qui apportent le plus. La dépendance vis-à-vis aussi d'une source. On dit effectivement que d'être trop dépendant d'une source n'est pas forcément positif, que ce soit SEO ou paid. La qualité du trafic, on en a parlé juste avant, et puis la conversion évidemment par source. Vous choisirez forcément le levier adapté ou voire même les deux leviers, puisque nous, on a plutôt tendance à penser qu'ils sont plutôt complémentaires que opposés. Ceci étant, si on a un choix à faire, c'est sûr que si on a besoin d'un retour sur investissement rapide, le SIA est forcément adapté. Si on veut un travail de fond qui s'inscrit davantage dans la durée, on va opter pour des solutions qui tournent autour évidemment du SEO, comme le disait Pierre tout à l'heure. Si on a un ciblage ultra précis nécessaire, que ce soit en termes de tranche d'âge, de sexe, etc., évidemment, le SIA va nous permettre ça. Et puis, comme on le disait tout au début, un push event aussi sera plus facile avec le SIA. Et puis, effectivement, le SEO, lui, va davantage travailler les aspects fil rouge. Je pense qu'avant de passer au cas concret, on peut peut-être reprendre encore quelques petites questions. Oui, il y en a beaucoup. Alors, il y a quelle formation nécessaire pour le SEO et les SIA? Alors pour le SEO, il y a pas. Alors il y a des écoles qui parlent un peu de SIA. La meilleure école, en fait, c'est la pratique. Même en fait, pour vous, créer un site, créer du contenu, faire une technique avec un WordPress, c'est la meilleure école. C'est l'école en fait de travailler, de mettre les mains dans le cambouis, comme on dit, parce que c'est là où vous allez apprendre les meilleurs résultats, faire des erreurs et apprendre. Donc il n'y a pas vraiment une grande école. Le mieux, c'est de se former soi-même, d'essayer d'avoir des résultats sur des mots-clés concrets. Et c'est là, en fait, on progresse le plus rapidement. Mais il n'y a pas vraiment de formation typique qui existe et qui est parfaite. Et pareil, et surtout très curieux et à l'affût, en fait, des actualités au niveau du SEO. C'est la même question à SIA, donc je te laisse répondre, Mélissa. Sur tout ce qui est formation. En fait, pour nécessaire pour travailler dans le SEO et SIA. Alors, je rejoins un peu Pierre, hein. La meilleure formation, c'est vraiment de tester vous-même les leviers, de mettre en place des campagnes SIA, par exemple, en structurant bien. Alors, petit conseil, si vous êtes vraiment perdu sur la structure des campagnes, vous pouvez vous baser en fait sur l'arborescence de votre site, à condition qu'elle soit claire et bien travaillée. Mais on va dire que c'est un premier socle sur lequel vous pouvez vous appuyer pour structurer en fait votre compte. Et puis en fait, c'est vraiment au fur et à mesure des campagnes, des formations aussi que vous pouvez trouver via par exemple les certifications Google Ads. Donc vous avez vraiment des certifications sur différents types de campagnes, mais même chose, voilà, c'est vraiment du test and learn et apprendre de soi-même sur le terrain, c'est tout à fait possible en SIA. Il y avait encore plein d'autres questions, mais ouais, il y a Sophia qui demande aussi campagne manuelle ou automatique. Alors, c'est la grande question. Alors, campagne manuelle ou automatique, actuellement, tout ce qui est stratégie d'enchère, en tout cas manuelle, donc campagne plutôt manuelle, c'est pratiquement obsolète en fait aux yeux de Google. Vraiment, les campagnes automatiques, donc tout ce qui est stratégie d'enchère, maximiser les conversions, maximiser le ROS, etc., elles vont vraiment venir booster vos campagnes beaucoup plus efficacement puisque comme on aime le dire souvent, on ne peut pas se battre en fait face à un algorithme qui lui est nourri de façon permanente par des données et qui a la capacité d'agir très rapidement versus un utilisateur comme vous et moi où voilà, on a une certaine lecture des données, c'est vrai, mais on ne peut pas réagir aussi rapidement et aussi précisément qu'un algorithme. Donc du coup, tout ce qui est stratégie d'enchère automatique sera favorisé, on va dire, par Google et c'est ce qu'on préconise également. Après, on peut avoir quelques surprises sur certains cas.
où on a opposé manuel et automatique, et où le manuel s'est avéré plus efficace, mais de manière générale, l'automatique va l'emporter de toute façon sur le manuel. Une question pour Pierre, vidéo, article, podcast, quel est le support qui performe le mieux côté SEO? C'est Arnaud qui demande ça. Le contenu. Non, en fait, ils sont intéressants. Le contenu, c'est ce que Google qu'on comprend le mieux. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que si on met une vidéo et en dessous, on va développer un peu cette vidéo en termes de contenu, l'utilisateur, si l'utilisateur regarde la vidéo sur le site, il va rester plus longtemps, donc on va augmenter en fait les taux de visite et les taux le temps passé sur la page. Donc il n'y a pas ce que le mieux, c'est d'avoir du contenu, parce que c'est ce que comprend Google. Après, il n'y a pas de format le plus adapté. Si derrière on fait un site qui est performant, on fait des contenus qui s'adaptent à ce qu'on fait comme type de format, on peut arriver à pousser n'importe quoi. C'est juste que derrière, par contre, il faut bien penser que si on pousse une vidéo, on pousse un podcast, il faut du contenu derrière. J'avais aussi 2 autres questions. Il y avait une personne qui posait une question sur est-ce qu'on achète un lien en fait en agence? Est-ce que l'agence se charge de la production du contenu? Oui. Ou est-ce que c'est l'hébergeur du lien qui produit le contenu? Souvent en fait il y a 2 possibilités. Si c'est nos sites à nous, on va se charger en fait de la production des contenus et on va rédiger en fait ces contenus pour les liens. Et inversement aussi, il y a des fois des sites qui nous proposent, qui font pas la rédaction, donc on doit fournir les contenus, mais il n'y a pas de règle vraie en fait. Ça dépend. Souvent c'est compris dans le prix. Donc quand le prix est un peu plus cher, c'est que le contenu est compris dedans. Donc il n'y a pas de règle vraie. Et une dernière question, une personne qui parlait en fait qu'il fallait au moins 20 mots en fait, enfin des phrases de moins de 20 mots. Est-ce que c'est toujours vrai comme règle? Alors il n'y a pas vraiment de règle de rédaction de contenu. Il faut savoir que la rédaction web, c'est pas une rédaction littéraire. Ce qu'on veut dire par moins de 20 mots, alors je connais pas cette règle, mais globalement c'est simplement dire qu'il faut faire des phrases simples. On est sur le web, on est sur des usages en fait de téléphone mobile, des personnes qui veulent avoir une information rapide. Donc il faut en fait des phrases qui sont concrètes, simples et précises. Donc ça sert à rien de faire du Shakespeare dessus. Il faut juste être le plus simple possible. Globalement, si vous appliquez les règles de la rédaction du web sur des règles de rédaction SEO, ça va marcher. Mais il faut vraiment essayer d'être le plus simple et concret possible. Il faut arriver aux informations et non pas faire des phrases effectivement à rallonge. Et même Google, en fait, si vous faites verbe complément et 36 000 virgules, ça va être compliqué pour lui. Donc faites simple, en fait. Essayez de vous mettre à la place d'un internaute qui veut une information et qui veut lire un texte compréhensible. Alors, c'est vrai qu'on parle beaucoup, on est beaucoup dans la théorie, mais on a aussi des vrais clients à l'agence. Et le premier cas concret, Pierre, justement, c'est une asso, c'est ça. C'est ça, oui. Belle transition. C'est une association en fait. Donc là, on vous montre un cas vraiment concret de volume qui sont tirés de Ahref. Donc là, globalement, on a un axe. Donc on a la courbe bleue en fait qui est représentée par le trafic. Donc en bas en fait, au niveau des abscisses, nous avons en fait les dates. Donc on a juillet 2016, etc. jusqu'à janvier 2022. Et en ordonnée, on a en fait en termes de cas en fait, c'est les volumes de visite du site jusqu'à 4K. Donc la première barre en fait, c'est en juillet 2019. En fait, cet annonceur, en fait, ce site associatif a fait une refonte de site web, mais sans prestataire SEO. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'il n'y a pas eu en fait de travail qui a été fait. On n'a pas accompagné ce site pour en fait prévoir en fait lancer un site vers le nouveau site. Et donc on peut le voir en fait sur les premières courbes que le trafic s'est complètement écroulé. On a été divisé par 2 voire 3 en fait en termes de trafic. Pendant un an, le site a vécu sa vie, comme on peut le voir sur la deuxième courbe. Et la deuxième point en fait, c'est nous qui avons pris le compte, où notamment on a retravaillé en fait complètement le site, où les contenus étaient plus à jour parce que tout avait été supprimé. On avait un tout petit peu de technique, mais pas énormément. Et on avait aussi en fait là cette fois cet aspect de lien qu'on a travaillé. Et on était passé donc d'un site qui était entre 2 et 3 4 visites, donc avant l'effondrement. Après l'effondrement, c'était à 800 visites, jusqu'à aujourd'hui où il performe à plus de 300%, c'est-à-dire à entre 4K et un peu plus que 5K en fait. Et ça continue de monter en termes de ces sites associatifs que je ne peux pas citer bien sûr. On a aussi un autre exemple, cas concret numéro 2, où là, en fait, on a un site e-commerce qui voulait simplement augmenter ses ventes, qui est présent dans une petite niche, mais qui est déjà très fort dessus. Donc, normalement, on a travaillé 3 aspects, pareil, technique, contenu et netlinking. On avait vraiment un aspect contenu là qui était très important, parce qu'il y avait beaucoup de pages, en fait, c'était un PrestaShop. Et donc, il y a beaucoup de pages qui manquaient de ces contenus, c'est ce qu'on a mis en place. Et donc là, on peut voir en fait, on a une augmentation qui était avant la prise du compte, qui était entre 8 à 10 cas de visites par mois, donc c'est bien par mois à chaque fois, jusqu'à aujourd'hui 20 cas. Et en fait, en bas à droite, on a directement l'export que j'ai fait donc sur leur Google Analytics qui est de 1 an.
entre janvier 2021 et donc janvier 2022, donc de l'augmentation des transactions et donc du chiffre d'affaires. Donc concrètement, nous, on n'est pas là en fait pour augmenter la visite si derrière il n'y a pas une conversion qui est faite. Vraiment, l'intérêt, c'est vraiment de pousser des mots-clés qui vous aident. Ça sert à rien de pousser, je le répète, des mots-clés qui n'ont pas d'intérêt pour vous. Le but, c'est vraiment d'apporter ce trafic qui soit surtout de qualité. Donc là, c'est ce qu'on a fait au niveau de ce cas concret de cet e-commerce. On a le numéro 3, je vais laisser la parole à Mélissa, c'est plus en côté paid en fait, qui est un peu différent. Tout à fait. Donc le troisième cas, donc ici la demande c'était vraiment de créer un push sur un event donc, qui a eu lieu fin septembre 2021. Donc le but vraiment ici c'était de pusher la visibilité et d'augmenter le trafic sur le site 3 semaines avant l'event. Évidemment, seul le côté immédiat et instantané du SIA a su répondre à cette demande. À ce moment-là, on a pu justement créer des campagnes et acheter des mots-clés de conquête en masse pour amener du trafic qualitatif sur le site. Et donc là, sur le graphique qui provient d'Analytics, encore une fois, donc on a en abscisse les mois et en ordonnée le nombre d'utilisateurs. Et pour vous donner un ordre d'idée, hors encadré rouge, donc l'encadré rouge représente le moment où on a lancé les campagnes payantes, donc SIA. On était à 100, voire 300 utilisateurs par jour. Et au moment des campagnes, on est monté de 2000, voire jusqu'à 7000 utilisateurs par jour. Et enfin, donc quatrième cas concret qui cette fois-ci va illustrer plutôt la synergie en fait entre les deux leviers, donc SEO, SIA. Donc la première courbe, je vais te laisser la présenter, Pierre, c'est plutôt SEO. Pareil, c'est une courbe à href où on a donc le pic, c'était un pic lié à l'association en fait, qui avait une actualité qui a vraiment beaucoup parlé, donc du coup tout le monde a cherché cette page. Mais c'est pareil, en fait, c'est un travail. Donc là, c'est un peu différent. On a beaucoup moins travaillé, on a un peu travaillé la technique et très peu le netlinking. L'association, en fait, est déjà énorme, donc du coup, elle a déjà beaucoup d'autorité. Du coup, là, l'intérêt de travailler le linking est moins, en fait, même si c'est un facteur important. Elle est déjà grosse, donc on n'avait pas besoin de la pousser encore plus loin. Par contre, on a beaucoup travaillé, en fait, les contenus, ce qui a apporté, en fait, cette visibilité. Donc, on est passé entre 24 cas de visites par mois jusqu'à 138 en janvier 2022. Donc, c'est, voilà, pareil. On ne travaille pas tout par les mêmes aspects. Ça va dépendre. On n'est pas là pour, en fait, si on ne doit pas travailler la technique, on la travaille pas. Et là, c'était clairement, le netlinking, il n'y avait pas besoin. Le site était déjà énorme en termes de nombre de liens qu'il recevait. Donc, on n'a pas eu besoin de travailler cette partie. Donc, on a tout poussé sur les contenus. Je me permets de dire qu'on va évidemment mettre la présentation à l'issue de ce webinaire, hein, donc pas de souci, vous aurez le doc à dispo. Ah, Mélissa, tu es mutée. Côté SIA, donc même chose. Donc là, le graphique représente simplement la courbe de clics et de coûts en fonction du temps. Donc on est toujours sur le même cas, hein, l'association. Et donc à l'arrivée en fait de la reprise de compte par 14h28, donc on a pu augmenter le nombre de clics et de budgets consommés. Et ça représente également un travail collectif puisque l'alimentation des campagnes c'est également faite grâce à l'alimentation de contenu en fait sur le site. Plus on a de contenu et de nouveaux contenus, plus on a de nouvelles pages sur lesquelles on peut justement déployer de nouvelles campagnes et déployer, et gagner plus de clics, on va dire. Alors, il y a une question qui est arrivée donc, de Gaëlle qui dit quel est le budget que vous avez utilisé pour le cas numéro 3 pour avoir une idée. Le cas numéro 3, donc le push event, sur 3 semaines, on avait un budget d'achat d'espace. Alors, sachant qu'on était sur un event local, donc à Lille, on était sur un achat d'espace de 6 000 euros en tout, à peu près. Voilà. Merci pour cette transparence absolue. Mais de rien. Et du coup, donc on va... Ouais, encore la dernière. Et du coup, donc cette dernière slide qui va pouvoir justement expliquer un peu le fonctionnement et la synergie entre les deux pôles finalement, qui va répondre aussi un peu à la question de Damien. Alors si je la reprends, la question c'était est-ce essentiel d'être accompagné par une même agence pour le SEO et le SIA?
ou mieux vaut identifier un expert dans chacun des deux domaines? Alors en fait, la réponse est simple, oui et non en fait. Libre à chacun évidemment de se tourner, vers l'acteur qu'il souhaite. Maintenant, l'atout en fait de faire appel à une agence avec, différents pôles, c'est qu'on a une communication et une transparence absolue en fait entre nous, et qui est facilitée de par la proximité justement, qu'on a, au sein de l'agence. Donc là, par exemple, donc sans vous donner, de positionnement précis, ni de nom de site précis, puisque c'est pas le but. On a quand même pris des exemples concrets de mots-clés. Donc, on a pris 2 mots-clés, donc épilepsie et Alzheimer. Donc, le premier mot-clé, c'est un mot-clé qui était organiquement positionné plutôt en bas de page. Donc, on avait un vrai besoin de renfort ici. On avait un trafic qui était plutôt faible. Et l'épilepsie n'était pas un sujet très reconnu en fait sur le site. Donc c'était difficile en fait organiquement de se positionner rapidement, on va dire plus haut dans les SERPs. Donc du coup, on a fait appel ici aux campagnes SIA qui ont permis justement de booster de façon plus instantanée le trafic via ce mot-clé. Deuxième cas, donc, tu voulais dire quelque chose, Mag? Oui, j'en profite juste pour répondre à Hélène qui dit pourquoi 14h28. Souvent, déjà, on nous pose la question, donc c'est plutôt réussi. Je pensais qu'on n'allait pas nous la poser, mais Hélène, merci, tu as rattrapé le truc. En gros, on a une baseline qui est It's time to make noise. Donc, on estime qu'effectivement, on accompagne souvent les annonceurs dans leur mutation digitale parce qu'ils se disent que c'est le moment. Du coup, on se dit que voilà, c'est le moment et c'est l'heure. Et donc, on s'est dit 14h28, ça sonne plutôt pas mal. Voilà. C'est d'ailleurs presque l'heure de notre webinaire. Ouais. Je vous ai pas faire. Et dernier exemple du coup, donc sur le mot Alzheimer. Là pour le coup, le mot était organiquement bien positionné, donc on était plutôt en haut de page. Et en fait, à ce moment-là, donc on échange en fait sur les positions entre SIA et SEO au sein de l'agence, surtout quand on travaille sur les mêmes sites, les mêmes cas. Et du coup, à ce moment-là, on a baissé en fait l'investissement tout simplement des campagnes payantes puisqu'elles n'avaient pas vraiment grand intérêt à ce moment-là puisque l'organique se positionne très bien seul, on va dire, en haut de page. Donc, on va plutôt concentrer les efforts sur la stratégie SEO afin de consolider cette position. Bon, je pense qu'on va en profiter peut-être pour faire un petit tour sur le sondage, par exemple. On a fait quelques sondages, effectivement, pendant ce webinaire. On a un sondage sur les liens. Je vois que c'est bien, en fait, il y a quand même 62% des gens qui étaient conscients, en fait, du poids du netlinking. Ce qui est plutôt rare parce que globalement les gens n'ont pas cette conscience des liens, surtout en fait que Google est vraiment en mode non, ne faites pas de liens, c'est dangereux, etc. Oui, ça peut avoir des conséquences, mais il y a toujours le deux poids deux mesures. Hein. Mais effectivement, c'est les 62%, c'est bien, continuer justement et faites-en parce que c'est quelque chose qui est important et c'est surtout quelque chose en fait qu'il faut développer sur le long terme. Pour ceux qui n'avaient pas conscience, il faut savoir que c'est vraiment quand on voit la première position de Google à 3, il y a une étude qui est parue il y a quelques années de ça, un an, qui a étudié donc 11 millions de pages qui est disponible sur Backlinko. Donc il y a eu 11 millions de pages étudiées et en fait sur les 11 millions de pages, la première position a souvent 3,8 fois plus de liens que la deuxième position ou la troisième position. Donc on sait en fait que la première position, globalement pour l'obtenir, les liens sont nécessaires. Donc effectivement c'est quelque chose à avoir en tête, c'est quelque chose qui est important pour votre stratégie de netlinking et même de développement de votre site. Il y avait aussi en fait, on vous posait la question sur les freins en fait. Globalement, vous avez une grande majorité des gens ont répondu qu'à 50% c'était les connaissances en fait qui freinaient en fait justement pour la création de ces stratégies. On a 9% sur le manque de temps, 18% sur le prix et on a 18% non exprimé. C'est vrai que effectivement c'est domaine où c'est très technique rapidement. Dès qu'on rentre dans le détail, dès qu'on a un souci technique, c'est vrai que c'est pas
il faut creuser, etc. Et c'est là où, en fait, je pense, où nous, par exemple, on peut pas apporter des solutions, où là, il faut parler des experts, parce que c'est vrai que même entre nous, on a des fois des cas où on a besoin de temps de réflexion, et c'est pas forcément quelque chose qui répond automatiquement en disant, bah voilà, on a trouvé tout de suite ce qui va pas, il faut des fois qu'on creuse. On en a fait d'autres aussi. Globalement, j'ai vu aussi, donc avez-vous déjà testé l'un ou l'autre des leviers SEO et SEA, et par quel biais? On a eu donc globalement 6% qui a confié à une agence, mais on a une grosse majorité écrasante de 88% qui l'a fait, donc vous l'avez fait de vous-même en fait, et on a seulement 9% en fait de non au niveau de ces votes. On a aussi les objectifs en fait qu'on parlait, donc qui étaient pareil SIA ou SEO. On a globalement en fait la visibilité qui remonte à 44%. Donc globalement, beaucoup d'entre vous veulent avoir cette visibilité. Il faut savoir qu'elle peut être travaillée dans les deux leviers, chez Mélissa ou chez moi. La visibilité, ça dépend en fait pareil de ce que vous voulez aller chercher, parce que ça va être plus ou moins concurrentiel, ce qu'on a parlé pendant le webinaire. On va revenir aux questions après. La notoriété à 22%. Donc là, on sera plus sur une question de SEA pour la notoriété, parce que moi, en SEO, une fois que vous êtes la première position sur votre marque, je ne pourrais pas aller sur Facebook pour vous donner de la visibilité sur d'autres marques pour que vous soyez disponible. Donc c'est plutôt le SEA qui va faire la différence. Il y a le chiffre d'affaires aussi à 22% qui est important. Là, pareil, on peut travailler de deux côtés. Ça dépend de la rapidité avec laquelle vous voulez en fait avoir ces retours sur investissement. Et les contacts entrants, 11%, mais qui peuvent être aussi intéressants. Pareil, qui peuvent être travaillés soit en paid, soit donc en paid, donc SEA, ou soit en SEO en naturel, en fait. Et globalement, oui. Je reviens sur l'une des questions, Oui. Pierre, du sondage. C'est vrai que quand je vois 88% de gens qui ont souvent pris en charge la mission en interne, c'est le cas de la plupart de nos annonceurs, c'est qu'on commence en général par le faire soi-même. Et puis, à un moment, quand on a besoin d'aller chercher un petit peu plus de perf ou de conversion, c'est vrai qu'on a peut-être tendance à déléguer cette partie qui est très chronophage au final et qui peut effectivement demander un nombre de connaissances assez régulier en termes de mise à jour. On va passer peut-être aux questions, parce qu'il y en avait pas mal. Ouais. On peut les prendre dans l'ordre si tu veux, Mélissa, comme ça dès que j'en ai SIA en fait dans les favoris, je réponds et tu réponds, etc. On a une question sur est-ce que c'est pénalisant d'avoir en fait du wording comme cliquer ici. Non, en fait le cliquer ici, ce que j'avais mis tout à l'heure dans la présentation, en fait simplement c'est l'encre de lien. Cette encre de lien, elle va dépendre en fait de ce que vous allez devoir pousser. Si demain vous voulez être premier sur Restaurateur Lille, il va falloir faire des liens externes vers Restaurateur Lille, et pas que, parce que sinon c'est un peu trop violent. Donc non, c'est pas pénalisant en fait, ça dépend ce que vous voulez créer comme contenu. Alors, une très bonne question de Marielle avec que Google n'aime pas autant de liens entrants que de liens sortants. Oui, c'est vrai en fait. C'est très simple en fait, il faut toujours penser que Google en fait c'est plutôt en fait du bon sens et de la logique qu'il utilise. Imaginons un site, on va prendre un site A qui a 100 liens, en fait il reçoit 100 liens de sites externes, donc il y a 100 sites différents qui lui font des liens. Si par exemple ce site externe, c'est pas un site d'actualité, c'est un e-commerce, et il fait par exemple 3-4 000 liens sortants, lui de son côté, bah, ça veut dire que ce site, souvent, Google va penser qu'il vend des liens en fait. C'est possible. Surtout s'il parle pas d'actualité. Donc du coup, en fait, ce côté pénalisant, c'est que surtout les sites en fait qui vendent des liens, s'ils ont trop de liens sortants, c'est ce qu'on appelle des fermaliens, littéralement. Et donc du coup, c'est vrai que ça peut être, comment dire, alors pour la personne qui va mettre un lien dessus, il y a très peu de risques. Par contre, pour la personne qui crée le site, qui vend des liens, oui, effectivement, tôt ou tard, elle va tout simplement descendre en termes de visibilité, et le jus envoyé ou l'achat de ces sites, de ces liens, va pas être très pertinent. Donc effectivement, il y a un rapport à avoir. Je dirais pas qu'il y a un rapport de 1 pour 1, mais il faut regarder en fait effectivement les liens sortants. Il y a très peu d'outils qui permettent de le faire, mais c'est effectivement quelque chose à voir. Ok, super Pierre. Hélène qui demande est-ce qu'on propose des formations. Donc oui, ça fait partie de nos compétences. À la limite, Hélène, ce que je te propose, c'est de nous contacter en direct et puis on pourra échanger sur le propos plus précisément. Martine qui demande si on a des clients dans toute la France ou est-ce qu'on travaille uniquement sur la région de Lille. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est toute France. On a démarré évidemment sur les Hauts-de-France. Puisque notre agence est basée à Roubaix. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, et en plus avec la développement des visios et compagnie, c'est vrai qu'on a tendance à avoir un rayonnement
toute France, sans aucun problème, voire même Europe. Autre question avec, voilà, si un site est traduit en plusieurs langues, comment on fait pour avoir un SEO efficace? Donc là, il y avait une entreprise qui était allemande de base et tout était traduit en français. C'est pareil, en fait, les traductions ne sont pas pénalisées par Google, hein. Prendre un texte et le traduire, en fait, surtout si vous êtes à l'origine du texte, c'est pas pénalisé. Donc vous pouvez en fait le traduire. Après, simplement, la petite nuance que je vais apporter là-dessus, c'est que chaque langue a sa spécificité de mots-clés. Il faut savoir que les traductions, alors je conseillerais DeepL notamment, qui est je pense le plus fort en fait en termes de traduction. Ces mots-clés en fait ont certaines nuances dans des langues, donc du coup il faut surtout faire attention à ces mots-clés que vous allez pousser sur votre site français, et du coup prendre bien les mots-clés qui sont requêtés, donc avec des analyses de données par exemple comme je l'ai parlé sur SEMrush ou Ahref. Donc c'est là où en fait il faut faire ces nuances. Par contre il n'y a pas vraiment de frein là-dessus, on peut traduire sans souci, et il faut bien faire attention surtout aux mots-clés traduits. SEO peut être travaillé sans SIA en 2022, par exemple le cas des e-commerce ou B2B. Oui, en fait, on peut travailler et inversement, hein, il n'y a pas d'empêchement de travailler l'un ou l'autre des leviers, c'est un choix qui est fait. Je pense que Mélissa est d'accord avec moi, on n'a pas d'obligation là-dessus, même en 2022 ou même avant, en fait, hein, ça dépend en fait ce que vous voulez pousser, ça dépend ce qui est important, mais non, il n'y a pas de frein là-dessus. En fait, il n'y a pas d'obligation vers l'un ou vers l'autre. On sait qu'effectivement, le SEO sert au SIA et vice-versa, forcément. Mais on sait aussi que tout dépend des perfs attendus et tout dépend de la conversion, de la volumétrie de trafic souhaitée, etc., enfin, du boost apporté. Tout ça, c'est beaucoup de choses à prendre en ligne de compte et du coup, on choisira l'un ou l'autre ou les deux. Comment évaluer la performance de ces campagnes/annonces pour Mélissa? Alors en fait, vos campagnes, vous allez les évaluer en fonction des KPIs tout simplement, qui vous semblent les plus pertinents et qui répondront aux objectifs. Si c'est un objectif par exemple de trafic, de visibilité, vous allez vraiment regarder les KPIs de clics, d'impression et de CTR. Donc CTR, encore une fois, c'est le taux de clic. Donc c'est le ratio entre le clic, le nombre de clics et les impressions. Plus il est élevé, plus cela veut dire en fait tout simplement que les internautes ont vraiment cliqué sur vos annonces et que donc vos annonces ont été pertinentes. Au contraire, si c'est plutôt les conversions, donc l'obtention de leads par exemple, ou les achats sur le site, vous allez plutôt vous baser sur les KPIs de conversion. Donc conversion, valeur de conversion, le fameux ratio ROAS justement que vous avez également par campagne, et le taux de conversion. Donc voilà, ça va vraiment dépendre des objectifs que vous allez vous fixer dès le départ. Comment déterminer la juste valeur d'un backlink par rapport à son apport? C'est une très bonne question. Alors c'est complexe comme question. Je vais répondre en 2-3 points pour être le plus exhaustif possible. Ça va dépendre en fait de votre de le niche en fait, donc c'est-à-dire quel secteur en fait ce backlink est. Tout ce qui est très niché, ça va devenir tout simplement coûter plus cher. Par rapport à son rapport, ça dépend en fait ce backlink, ça va dépendre aussi de son trafic. Il faut savoir qu'il faut qu'il y ait quand même un minimum de trafic, même si le trafic n'envoie pas du jus SEO. C'est un indicateur de confiance, surtout en fait si on a des sites qui parlent de choses comme la mode. Si vous n'avez pas de trafic dessus, c'est plutôt anormal. Par contre, si c'est des petites niches, par exemple comme des jeux de fléchettes, c'est pas étonnant qu'il n'y a pas 10 000 visites par mois. Il y a en fait le prix, ça va aussi déterminer par exemple ce que ça vous a apporté en termes de position comparé à ce que vous avez payé, mais on le détermine pas comme ça globalement, on va le déterminer en termes de domaine référent que le site a où vous allez poser un lien. Ça va déterminer aussi si par exemple ce lien est niché, comme j'ai dit. Ça va aussi déterminer par est-ce que ce site a des liens de gouvernement, comme le gouvernement français ou d'autres étrangers, ou des sites éducatifs. Ça va augmenter le prix du lien, parce qu'en fait c'est très rare et ça apporte aussi du jus de qualité, parce qu'automatiquement tous les sites n'ont pas, comme vous en doutez, des liens du gouvernement éducatif. Donc il n'y a pas vraiment de rapport de bon escient. Il y a beaucoup de choses, mais il faut savoir que ça va dépendre aussi de plein de paramètres, et c'est pas simple de dire voilà tel ou tel prix. Souvent en plus il n'y a pas de loi. Il faut savoir que le prix d'un backlink n'est pas déterminé par des lois, c'est vraiment au bon gré en fait de l'annonceur, donc du site web, du webmaster, et donc du coup on peut avoir du tout au tout. Et en plus ça même rajouter une dernière chose, ça dépend du pays. Il y a des pays beaucoup plus chers que d'autres comme l'Allemagne et des pays qui ne sont pas du tout chers comme l'Espagne. Allez, une dernière question et je pense qu'on va pouvoir se laisser juste après. On aura l'occasion de toute façon de retraiter sur un autre webinaire, donc on aura la possibilité de se retrouver très prochainement.
Il y en a beaucoup. Hein. Alors moi, j'avais vu une question pour Mélicia, Mélicia et Pierre, finalement, puisque c'est une question qui concerne le tag. On demande, et c'est Mathieu, je crois, qui a demandé ça, si le tag est nécessaire. C'est Mathieu, effectivement, qui a demandé si le tag est uniquement utilisé en SIA et pas en SEO. C'est vrai que c'est une question qu'on nous pose souvent. Tu es mute, mais... Je vais le faire à chaque fois, en fait. Du coup, le fameux plan de tracking que l'on met en place, effectivement, il est primordial, comme je l'ai dit, en première étape, avant de lancer vos campagnes SIA, puisque en fait, c'est ici que va se déterminer quelle conversion on souhaite suivre et sur quel KPI, justement, on va se baser pour optimiser nos campagnes. Mais après, ce plan de tracking sert évidemment également au SEO, qui va moins mécaniquement pouvoir jouer sur les conversions, mais va aussi se baser en fait sur ces mêmes KPIs et ces mêmes conversions pour réajuster la stratégie SEO. Super, en tout cas, merci à vous deux pour tous ces détails, ces explications. Vous pouvez nous écrire directement sur l'adresse contact qui figure ici. On aura tout à fait la possibilité d'envisager en one-to-one une visio sur des problématiques spécifiques et qui vous sont propres. Et puis, on a la possibilité, et on va vous mettre tout de suite le document, en tout cas la présentation. Il est disponible. Dans la salle disponible. Ça y est, elle est disponible. Ouais, depuis 20 minutes. Eh bien, super, merci à tous. En tout cas, vous avez été super participatifs. On n'a pas répondu à toutes les questions, mais en tout cas, on se retrouvera sur ce webinaire. Merci à tout le monde, et merci pour les commentaires. Hein, merci à tous. Merci beaucoup. Très bon après-midi aussi à tout le monde, et à bientôt. À une prochaine. Merci, à bientôt. Merci, à bientôt.